Bien, bienvenue de nouveau dans cette salle. Je suis ravi de voir que beaucoup de gens sont revenus. C'est bon signe. François Héran devait modérer cette session, mais je ne le vois pas encore arriver. Autant, je pense qu'il faut qu'on commence parce qu'on a... Ce soir, d'ailleurs, j'en profite pour faire passer le message. Il y a la conférence, une conférence inaugurale sur l'intelligence artificielle qui est pour le chaire annuelle qui est très très intéressante à 18h. Donc pour celles et ceux qui ont encore du temps en fin d'après-midi, vous êtes les bienvenus. Mais malheureusement, ça induit un certain nombre de techniques sur ce site qui font qu'il faut qu'on finisse pas trop tard, pas plus tard que 17h. Donc on n'aura pas trop le temps de discuter. Donc je suis ravi que le professeur Armel Choplin ait accepté de venir nous voir, les professeurs à l'Université de Genève. On a beaucoup tenu dès le début de la mise en place de ce programme à se dire finalement ce serait bien qu'on ait une vision qui nous soit amenée ou apportée par des personnalités qui quelque part ont travaillé ou représentent ce que peut être la situation dans les zones qui sont tout naturellement, géographiquement exposées à ce que nous, on commence à connaître dans nos régions, qui est en particulier la situation de réchauffement climatique et éventuellement de pluviosité majeure. Donc c'était important que cet élément-là soit apporté dans cette discussion, parce qu'en dehors de l'intérêt que ça peut avoir, aussi des possibilités d'idées, de développement, de nouvelles techniques basées en particulier sur des matériaux vernaculaires, ce qui, au passage, ne serait pas une mauvaise chose quand on entend tout ce qu'on entend sur le béton. Et ça, Armel Choplin est une grande spécialiste de tout ce domaine et de l'analyse critique, si je peux me permettre d'interpréter vos travaux comme ça, des politiques et des cultures, au fond, en matière de construction et éventuellement d'urbanisme dans d'autres régions et en particulier dans le Sud. Donc Armel, vous pourrez sûrement corriger ma présentation selon votre désir, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors merci à vous, Monsieur Sansonetti, merci à Patrick Boucheron, à Frédéric Keck pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, je vais essayer de décentrer un petit peu le propos par rapport à ce matin, d'autant plus que je ne suis pas historienne, mais géographe et urbaniste. Alors, un peu comme Jean-Baptiste Fressoz l'a fait tout à l'heure, moi aussi, avant de venir, je me suis dit je vais m'amuser à rentrer quelque chose sur la ville du futur, sur un logiciel d'intelligence artificielle. Et donc hier, j'ai mis ville du futur, Afrique, terre, gens dans la rue, végétal. Voilà ce qui est sorti. Donc ça, c'est la version optimiste, on va dire, et puis la version un peu plus pessimiste. Ah pardon, c'est mal passé, mais bon, parce que ça a grandi. J'ai tapé Africa, Megacity, Végétal, Mud, Skycrapers. Donc voilà l'autre vision de la ville du futur qu'on pourrait avoir pour l'Afrique. Et Patrick Boucheron, si vous m'aviez invité à votre émission faire l'histoire, et si vous m'aviez demandé d'amener un objet, j'en aurais amené deux en fait. Le premier, ce serait cette brique en terre qui représente l'image qu'on a de la ville africaine, de l'architecture africaine. Je dis africaine, justement, j'extrapole, qui renvoie plutôt à une image du passé, ou peut-être au futur, puisque vous avez peut-être entendu parler qu'il y a un an et demi, l'architecte burkinabé Francis Kéré a reçu le prix Pritzker, ce qui est un moment très très fort, puisque c'est l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Et c'est la première fois qu'un Africain, architecte, reçoit ce prix, ce grand prix. Ce qui est un moment aussi important, non seulement parce qu'il arrive, en recevant ce prix, à mettre l'architecture africaine, ou les architectures africaines, on va dire, sur la carte de l'architecture mondiale, ce qui n'était pas le cas vraiment auparavant. Et surtout, il construit non pas en béton, mais en terre, avec des matériaux locaux, avec une architecture vernaculaire. Il privilégie l'architecture, vous voyez, sans climatiseur, avec de la ventilation naturelle. Donc, on peut imaginer que la ville du futur, en tout cas telle qu'elle pourrait s'écrire en Afrique, serait celle que Kéré dessine, en tout cas inspirée de l'architecture de Kéré, donc de ma première image. Mais je vais vous parler d'une deuxième personne, peut-être le deuxième Africain le plus influent avec Francis Kéré. Si vous m'aviez demandé d'amener un objet, j'aurais amené celui-là aussi, c'est-à-dire le parpaing de ciment de béton, qui est certainement
l'autre image de la ville qu'on retrouve en Afrique, qui renvoie, lui, non plus au passé de la construction en terre, mais à l'image de la modernité, du succès, de la réussite. Et peut-être connaissez-vous cet homme, ou peut-être pas, mais il faut le mettre dans votre petit agenda, parce que c'est vraiment peut-être l'un des hommes les plus connus aujourd'hui dans le monde entier, l'un des hommes les plus influents, Aliko Dangote, nigérian, qui a fait fortune dans le ciment, donc homme le plus riche d'Afrique, et qui vient aussi d'ouvrir et d'inaugurer la première raffinerie de pétrole en Afrique. Donc avec évidemment cette image plutôt de l'industrie fossile telle qu'on pourrait l'imaginer. Donc deux visions de la ville qui s'opposent, deux visions du futur, deux visions de la construction. La première, la construction en terre, qui pour les gens renvoie à un imaginaire du passé, de la brousse, n'est pas vraiment ce que les gens veulent. Et pourtant, le monde entier célèbre Francis Kéré. Et l'autre image, plutôt la maison de rêve de la plupart de gens que j'ai rencontrés en Afrique, c'est-à-dire la maison en parpaing de béton, en béton, pas besoin de fenêtres, de toute façon les fenêtres ça fait chaud, donc comme on a la clim, il n'y a pas besoin de faire des aérations, vous voyez. Et vous voyez ici le storytelling de Aliko Dangote, la réussite du continent africain racontée aux enfants. Alors, je vais vous parler malheureusement plus de cette deuxième ville, cette ville de béton, puisque je crois qu'après moi, il y aura Thomas Granier qui, lui, parle justement de cette architecture vernaculaire. Donc, ce travail que je vais vous présenter, il a été publié en 2020 dans un livre qui s'appelle « Matière grise de l'urbain ». La vie du ciment en Afrique, et donc je fais une ethnographie du ciment en Afrique de l'Ouest. Le livre est en accès libre, vous pouvez le télécharger en ligne. Et puis, il a été publié là récemment chez Wiley dans une version un petit peu augmentée et réécrite sous le titre de Concrete City, donc la ville du béton. Il s'avère qu'avant d'arriver à l'Université de Genève, j'ai eu la chance d'être affectée pendant 3 ans en Afrique de l'Ouest à l'Institut de recherche pour le développement, et j'étais à l'Université d'Abomey-Calavi, donc à Cotonou, ici. Et donc pendant 3 ans, je me suis dit que j'allais travailler, donc voilà, j'ai la chance de partir 3 ans, je me dis je vais travailler sur ce qu'on appelle le corridor urbain ouest-africain, cette mégalopole. On a employé le terme ce matin de Jean Gottman, on a parlé de la mégalopole, la Boswash américaine, on a parlé de celle du Japon, et maintenant, voilà, celle qu'on voit émerger, c'est cette mégalopole, vous voyez comme on l'appelle ici, la mégalopole, comment l'Afrique de l'Ouest va construire le siècle qui vient. Donc on est en gros entre Abidjan et Lagos, je vais remettre la carte juste avant pour que vous vous rendiez compte. Entre Abidjan et Lagos, on est même entre Accra et Lagos, donc Accra au Ghana, Lagos au Nigeria, 500 km, une infime bande de terre, très fragile, on est sur de la lagune, érosion côtière, on en a parlé. Et là, vous avez déjà aujourd'hui, d'ores et déjà, sur ces 500 km, 35 millions d'habitants qui habitent. Et on parle de 50 millions d'ici une dizaine d'années. Donc, effectivement, c'est la plus grande concentration urbaine qui est en train de prendre forme. Et le dénominateur commun le long de cette concentration urbaine, de ce corridor, eh bien, c'est cette couleur grise, la couleur gris-ciment. Donc, je me suis dit, en arrivant là-bas, comme je voulais essayer de comprendre cette fabrique urbaine, je me suis dit, finalement, je vais m'intéresser au ciment qui, ajouté à de l'eau, à du sable, à du gravier, donne du béton. Et je vais essayer de comprendre comment ce matériau est en train de transformer la vie des gens en Afrique de l'Ouest. Alors d'abord, vous voyez, c'est encore plus au-delà de ce que j'avais pu imaginer. D'abord, on peut acheter du ciment jour et nuit, une envie pressante la nuit, vous trouvez du ciment 24 heures sur 24. Le prix du ciment est affiché tous les jours à la craie. C'est un peu le Dow Jones local, vous voyez, c'est un indicateur économique, comme on dit le prix de l'essence, le prix du Coca-Cola, d'un paquet de cigarettes, parce que ça varie selon les pays, il y a 5 pays. Et puis, c'est un symbole de succès. Vous voyez, là, c'est un jeu concours pour gagner 12 tonnes de ciment, 12 parcelles et 150 tonnes de ciment. Et puis, une petite anecdote, quand je suis arrivée à l'université, mes collègues m'ont dit « Tu participes au cadeau du départ à la retraite du professeur éminent ?» Je dis « Bien sûr. » On lui achète quoi? Moi, je pensais, ici, c'est vélo électrique, sauna, spa. On m'a dit 2 tonnes de ciment. Je dis « Ah bah oui, bien sûr. » Bah oui, on m'a dit « C'est quelqu'un de respectable, respectueux, il faut qu'il pense à lui, il faut qu'il construise. » Donc là, je me suis dit, intéressant qu'à partir d'un sac de ciment, donc le ciment, c'est un liant, on puisse à la fois comprendre le lien avec la production de la ville et le capitalisme, le lien avec les sciences et technologies, le lien avec les pratiques sociales, pourquoi les gens s'offrent du ciment, pourquoi quand on est amoureux à sa copine, on lui offre des sacs de ciment, ça veut vraiment dire qu'on s'engage, vous voyez, c'est durable. Pourquoi, en fait, il y a des pratiques urbaines qui sont les développeurs derrière tout ça, l'économie politique, qui gouverne par le béton dans cette partie de l'Afrique.
Et puis, évidemment, les questions sur lesquelles, dont on a déjà parlé ce matin, et Jean-Baptiste en particulier, la question de l'extraction, de l'écologie politique qui se pose évidemment avec acuité. Alors voilà, j'étais là, mon point de départ. Et puis pendant 3 ans, j'ai suivi des sacs de ciment, des camions de ciment. Le matin, quand j'allais à l'université, parfois, il y avait 30 camions Dangote. Je me disais, allez, je les suis. Et on y va. Et puis, j'ai essayé de remonter la filière de la carrière jusqu'au chantier de mon voisin, de mes collègues, du gardien qui construisait. En essayant à chaque fois donc, de faire une follow the thing approach, donc à la façon Appadouraï, et en essayant de rencontrer tous les gens dans la filière, du grand cimentier, je pourrais vous raconter, jusqu'à l'individu lambda. Alors quand même, pour revenir, parce qu'il y a beaucoup d'historiens ici, et Jean-Baptiste en a parlé ce matin, l'industrie du ciment, elle est quand même particulière et elle est très intéressante parce que finalement, c'est une industrie qui a 150 ans, donc c'est rien à côté de la construction en terre, si on rapporte ça à l'échelle de l'humanité. Mais il y a quand même une grande différence, une grande nouveauté, c'est qu'en fait, pendant longtemps, en Afrique de l'Ouest, le ciment était conçu comme le matériau du colon, de l'homme blanc. Il l'amenait avec lui au même titre qu'il amenait son vin rouge, qu'il amenait d'autres biens de consommation. Et donc le ciment était assimilé vraiment à l'homme blanc qui construisait sa ville en béton, et puis le reste de la ville des indigènes, comme on l'appelait avec des guillemets, était la ville de bambou, de bois, etc. Et en fait, il y a un grand changement. Et là, on revient à Dangote, c'est que depuis une vingtaine d'années, en fait, ce ciment, on a ouvert de nombreuses cimenteries en Afrique de l'Ouest, des cimenteries dites intégrées, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire venir le clinker ou le ciment d'Europe, on le produit directement sur place. Vous voyez ici, il y a un sillon calcaire qui est exploité par Dangote, par Lafarge, par aussi les Allemands, etc., etc. Et donc, on a un ciment de plus en plus produit localement. Conséquence, beaucoup plus accessible, les prix baissent parce qu'on a moins de transport. Et donc, on a une production, une consommation massive. Ça tombe bien, il y a une croissance urbaine, une croissance démographique. Donc, tout est corrélé pour que vous puissiez effectivement acheter des sacs de ciment à bas prix en rentrant chez vous le soir. Donc, un vrai changement qui est aussi dans les mentalités. C'est-à-dire que pendant longtemps, je vous ai dit, c'était le produit du colon. Et maintenant, c'est vu comme un produit made in Africa, qu'on est content de consommer. Les gens sont fiers de consommer le ciment du pays. Ça fait partie des rares choses, des rares produits qui sont produits localement avec une industrie. Donc, s'attaquer au ciment en Afrique, c'est un peu comme, je viens de Suisse, s'attaquer à Holcim en Suisse, voilà, c'est compliqué. Donc, vous voyez, avec toute cette logique où les gens, là, pendant la Cannes, bâtissons ensemble la victoire, il y a toute une rhétorique, un discours pour africaniser ce ciment. Vous voyez, même le pagne Dangote est devenu un attribut de la richesse. Donc, les gens souhaitent... Dangote, c'est vraiment le modèle de la réussite. Quand, au Nigeria, j'avais discuté avec des enfants dans la rue, et je leur ai dit, vous voulez faire quoi plus tard ? Ils m'avaient dit, footballeur, réponse attendue, ou cimentier. Vous voyez ? Donc, Samuel Eto'o ou Dangote, mon cœur balance. Alors derrière tout cela, cette histoire un petit peu récente du ciment qui fait que ça devient un produit bon marché et local, on a évidemment des acteurs, on va dire, plus politiques, plus économiques. D'abord, la Banque mondiale a encouragé la production de ciment, l'ouverture de cimenteries. L'AFD aussi a subventionné via sa filiale Proparco l'ouverture de cimenteries en Afrique de l'Ouest. C'était jusqu'à récemment, parce qu'il y avait un consensus politique et économique, le ciment, le béton, c'était bien pour tout le monde, ça permettait de loger facilement les gens, et ça permettait de répondre à un besoin dit naturel, d'avoir un toit sur sa tête à bas prix. Et d'ailleurs, ça a longtemps été considéré comme un produit de nécessité de base, et encore aujourd'hui, on subventionne le prix du ciment. Comme on a subventionné l'essence l'année dernière pour pas qu'il y ait trop d'émeutes ou de gens dans la rue ou de gilets jaunes, eh bien en Afrique de l'Ouest, les pays vont subventionner de façon temporaire le ciment pour faire avoir un coût stable pour éviter toute contestation. Et c'est même devenu la preuve de l'émergence. On peut calculer le développement d'un pays, le développement économique, on s'entend, soit par le PIB, ou alors on prend la consommation par tête d'habitants par an. Et vous voyez, la consommation moyenne, c'est 500, donc on va dire dans un pays arrivé à maturité. Et en moyenne, en Afrique de l'Ouest, on est autour de 100 kilos par an par habitant. C'est dire en fait la marge de manœuvre. Et autant vous dire que Lafarge, Holcim, Vicat, etc., et comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, nos villes européennes sont déjà construites. Il n'y aura pas grande marge de manœuvre. Donc c'est là-bas qu'ils tournent leur regard maintenant. Vous voyez, ou même avec cette publicité de McKinsey, « How to win in Africa ». Il n'y a pas de point d'interrogation, on sait comment faire. Alors, je me suis demandé, derrière ce sac de ciment, ce béton, en fait,
quelle est la ville en fait qui est construite. Alors il y en a plusieurs, je vais vous montrer, et c'est ça qui est assez fascinant. Vous avez le même matériau qui va produire des quartiers de ville tout à fait différents. D'abord, il y a ce que j'appelle la ville premium, donc c'est la ville des élites, des investisseurs privés, avec les lobbies de la construction qui sont là. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet gigantesque, pharaonique d'Eco Atlantic City. C'est le plus grand projet en Afrique de l'Ouest actuellement. On a pris du sable dans la mer. On en a fait un polder géant pour construire un quartier qui est... Vous voyez, là, on va retomber sur les images futuristes. Vous allez voir, à la fin, je vais parler d'afrofuturisme. On n'est pas très loin. Donc, un quartier complètement sur la mer, etc. Évidemment, réservé aux élites. Alors j'emprunte l'idée de premium à Alain Damasio dans son livre de science-fiction Les Furtifs. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est assez fascinant, où il raconte comment la ville d'Orange en France est rachetée par la compagnie Orange. Bon, jusque-là, on dit « Ah oui, c'est drôle ». Et puis après, il raconte en fait comment il y a des gens, comme un peu sur les plateformes aujourd'hui, type Spotify, on a des packs premium. Donc en fait, vous habitez dans la ville, vous avez un pack premium, donc vous avez le droit d'aller au centre-ville. Mais si vous n'avez pas acheté le premium, privilège, etc., vous restez en périphérie. Puis Damasio raconte qu'il y a des drones qui passent autour de la ville, au-dessus des gens qui disent, type Black Friday, aujourd'hui, pack premium, moins 50%, vous voulez aller au centre-ville, vous pouvez l'acheter, etc. Bon, ça fait rire, parce que voilà, c'est de la science-fiction, c'est Damasio, c'est Orange, etc. Mais en fait, en Afrique, c'est déjà comme ça. C'est-à-dire que là, par exemple, pour aller sur Eco Atlantic City, pour aller à Banana Island, qui est une autre île comme ça, à Lagos, on ne peut pas y aller. C'est pas que moi, le matin, je me réveille, je me dis, tiens, je vais me balader à Banana Island, et bien que je sois blanche, etc., il n'y a aucune raison que je rentre, et je ne rentrerai jamais dans ce quartier-là, à moins d'être invitée. Donc en fait, l'idée de cette privatisation de la ville, cette ville du futur, elle est aussi comme ça, elle est encore plus accentuée dans ces pays-là que ce qu'on peut voir avec déjà ce qu'on appelle nos gated communities. Et puis, vous avez aussi l'idée d'une ville du futur qui se traite de gré à gré. Alors, Akon, peut-être vous connaissez, c'est un célèbre chanteur sénégalo-américain qui a décidé de créer sa ville, Akon City. Alors, vous voyez, très futuriste, je vous montrerai une image après. Voilà, et il a décidé de créer sa Bitcoin aussi, donc voilà, il a sa monnaie, sa crypto-monnaie. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est d'aller discuter directement avec le gouvernement sénégalais, en gré à gré, et on lui a donné un énorme terrain au sud de Dakar pour construire cette ville nouvelle, futuriste, qui pour l'instant est comme ça, mais attention, ces gens, souvent, et ces compagnies, ça marche aussi avec les compagnies des pays du Golfe, ils sont détenteurs, ils ont un bail amphithéotique pendant 30 ans, et ils gardent ces terrains stratégiques en centre-ville. Donc c'est aussi ça, la ville du futur en Afrique, c'est des espèces de dents creuses dans la ville qui appartiennent à on ne sait pas trop qui, on n'a jamais vu les titres d'attribution. Autre ville qu'on voit naître avec le béton, c'est ce qu'on appelle la ville abordable, les programmes de logements sociaux, mais comme vous voyez, ce n'est pas exactement l'image des HLM qu'on peut avoir chez nous, bien qu'à la fin, ils y ressemblent, mais en tout cas, ils ne visent pas la même clientèle. C'est la production de masse dite sociale pour les élites, on va dire classe moyenne, classe supérieure, notamment les fonctionnaires, comme on ne peut pas vraiment augmenter les salaires parce qu'il n'y a pas de caisse il n'y a pas d'argent dans les caisses, on offre des terrains ou on offre des appartements, voilà, dans ce genre de programme de logements sociaux. Mais peut-être la ville qu'on connaît le mieux et qu'on attend, c'est cette ville low cost, c'est celle construite au gré à gré, que les gens, voilà, le soir, ils rentrent chez eux, ils ont 5 000 francs dans la poche, l'équivalent de 7,50 francs, enfin, ou 7,50 €, et puis ils se disent, tiens, je vais m'acheter 2 sacs de ciment, parce que si je rentre chez moi, on va me prendre cet argent, et puis je vais pas savoir quoi en faire, enfin, on va venir me la taxer, donc voilà, j'investis sur ma parcelle, et puis je vais construire mes petits parpaings au fur et à mesure, et puis quand j'en aurai assez, je vais monter mon mur. C'est un peu ce modèle de la ville incrémentale. Puis vous voyez, il y a des containers de ciment partout dans les périphéries, donc vous pouvez vraiment, on ne sait plus si c'est la poule et l'œuf qui arrive avant, est-ce que c'est les gens qui viennent construire, ou est-ce que c'est le ciment qui est déjà à l'avant-garde de la ville. Alors, ça me fait penser que effectivement, ce qui est intéressant derrière ce matériau, c'est que c'est un matériau aussi qui a une vie, donc qui est socialement très important. Les gens parlent du ciment, les femmes savent construire, les gens savent comment faire du béton. Alors j'ai regardé mes étudiants et tout, ils ne connaissent pas en général le prix d'un sac. Vous demandez dans un amphi partout, tout le monde sait. On connaît les dosages, vous voyez, c'est très bien fait parce que même si vous ne savez pas lire et écrire, vous avez les pictogrammes. Donc on sait que pour faire du béton, il faut une brouette de ciment, 2 de sable, 3 de gravier. Donc en fait, il y a tout un savoir lié à la construction qu'on a complètement perdu ici. On est complètement déconnecté du monde matériel, alors que là, le monde matériel fait pleinement partie de la vie des gens. Et puis pour les gens pauvres, parce que j'aurais pu écrire un bouquin ou un livre, en tout cas contre le béton, comme certains de mes collègues l'ont fait,
moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ce qui représentait aussi ce ciment pour les populations pauvres. Et quand vous êtes menacé d'expulsion, quand le bulldozer s'apprête à passer chez vous, dans les quartiers populaires, dans les bidonvilles, qui sont quand même aujourd'hui très bétonnés, contrairement à l'image qu'on a parfois en Occident, les gens vont essayer d'aller négocier en disant « mais si j'ai construit en béton, c'est bien que j'ai le droit de rester, j'ai investi, sinon j'aurais construit. Donc je suis légitime à rester. » Et le béton devient un objet de tractation, presque un moyen de réclamer un droit à la ville, comme on pourrait extrapoler. Donc je disais, les femmes qui sont pleinement investies dans le monde de la construction, j'ai découvert, parce qu'elles construisent par elles-mêmes pour s'émanciper de la famille, du père, des frères, quand elles sont veuves, notamment de la belle famille, et qui sont... donc ce ciment, il revêt aussi quelque chose de protection, c'est-à-dire qu'on construit toute sa vie. Les gens vous disent à 50, 60 ans, je continue à construire parce que je n'aurai pas de retraite. Donc il faut que j'ai une petite chambre en béton que je puisse louer qui va être ma retraite. Donc il y a aussi toute cette thésaurisation dans ce matériau qui est finalement d'une grande banalité, mais qui est à la fois aussi très secret. Et puis, vous voyez, il y a tout un imaginaire, alors chez nous aussi, voilà, on a appris grâce aux trois petits cochons et au loup qu'en fait, il fallait quand même construire sa maison en briques et en ciment. C'était plus solide qu'en paille ou en bois. Moi, j'habite en Suisse. Mes enfants, quand ils voient des chalets, au début, quand on est arrivé, ils ont dit bah, ils sont pas bien, non, ils n'ont pas peur, le feu, etc. Donc, vous voyez, on a tout un imaginaire qui est construit autour de ça, ici aussi. Un imaginaire aussi qui se construit sur les abécédaires en français. Donc, il y a un abécédaire très connu qui s'appelle Mamadou et Binta. Donc, dans les pays francophones, les gens apprennent le français là-dessus. Il y a une leçon qui est « Ma belle maison en béton ». Et les enfants apprennent dans les listes de mots « tôle ondulée », voilà, comme parlait Jean-Baptiste, parpaing de béton, fer à béton, ciment béton armé, etc., etc. Donc ça fait vraiment partie aussi de la construction des gens. Je vous renvoie à ce film fait par Sami Balogi et Philippe de Bouc qui s'appelle Concrete Tower, qui raconte l'histoire d'un médecin congolais qui construit une tour en béton, donc c'est assez dystopique, et voilà, il explique comment, pour lui, c'est ça le résultat d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est loin de l'image de la modernité avec le Crystal Palace ou le Grand Palais qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le modèle de la réussite en Afrique, c'est la maison fermée, sous clim, le self-contained, comme on dit, pour une famille nucléaire, c'est-à-dire 4-5 personnes, surtout pas une cour où on pourrait accueillir tout le monde qui vient du village. Alors, ça va être mon avant-dernier point, la question de qu'est-ce qu'on est en train de construire comme ville, en tout cas là-bas, parce que là, c'est sur des échelles énormes, des villes inhabitables. Bon, on a parlé de l'industrie polluante du ciment, on parlait ce midi voilà, des normes qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on peut avoir ici, alors que les compagnies sont européennes. Hein. Donc ça pose d'autres questions. La question de la durabilité. La vie et la mort du béton, on nous a vendu un matériau qui est durable, mais on sait maintenant que c'est aussi un matériau obsolescent, il faut en prendre soin, c'est-à-dire qu'au bout de 50, 70 ans, il faut réparer le béton. On est sur des bâtiments qui sont construits sans normes, avec parfois des fers à béton de mauvaise qualité. Des dosages, vous avez vu, c'est approximatif, la brouette. Hein. Des fois, on met un peu moins, si on a moins de gravier, voilà. On peut faire 30 à 40 briques avec un sac. Donc, il y a cette idée que voilà, la durabilité des bâtiments ne sont pas tous les mêmes et il n'y a pas de maintenance. Surtout dans les grands bâtiments en hauteur. Je vous déconseille de prendre un ascenseur dans un bâtiment de 20 ou 30 étages en Afrique de l'Ouest parce qu'on ne sait jamais. Et donc, voilà, il y a des effondrements récurrents. Ça fait partie de la vie quotidienne. Alors, il y en a aussi en Europe, mais on peut imaginer ce que ça va donner dans quelques années en Afrique. Donc, on arrive sur des questions évidemment cruciales. Un moment crucial aussi qui est lié à la question décoloniale, à la question de la réparation, du vernaculaire. Alors évidemment, l'image de Francis Kéré, tout à l'heure je vous dis c'est plutôt positif. On peut aussi le lire d'une autre façon. J'ai entendu plusieurs discours qui disaient Francis Kéré c'est super, construire en terre, que les Africains construisent en terre, c'est fantastique, comme ça va régler le problème de la planète. Donc si Kéré ils peuvent faire école en Afrique, ça va résoudre notre problème avec l'idée que l'Afrique va payer pour le changement climatique, la dette en tout cas, et évidemment ça c'est irrecevable pour les Africains. C'est pas, voilà, ils ont aucunement, envie de retourner dans une maison en terre, et deux, c'est pas parce que Francis Kéré est super influent qu'aujourd'hui ils ont envie de construire comme ça, ce qui renvoie à l'image, je vous disais, de la brousse du village, etc., etc. Et eux aspirent à une maison en béton, à avoir la clim, des appareils électroménagers, une voiture, bref, comme tout le monde. Et là, on rentre sur des vrais, on va voir à Dubaï ce qui va se passer ces prochains jours, mais sur des vraies questions de vivre ensemble et d'habiter collectivement ensemble la planète. Ça, c'est une vraie question, et donc ne pas instrumentaliser l'histoire de Francis Kéré. Alors, je vais finir la dernière partie de mon intervention un peu en ouvrant sur
le futur, l'afrofuturisme. Alors, est-ce que l'Afrique est le laboratoire du futur? Si certains sont allés à la Biennale d'architecture cette année à Venise, vous allez me dire oui, puisque cette année, était mis en avant des artistes africains, afro-descendants, en tout cas de ce qu'on appelle des artistes plutôt liés à des pays des Suds, et engagés. Vous voyez, la commissaire de la Biennale, cette année, est Leslie Luko, donc c'est une femme architecte assez influente, écossaise et ghanéenne, et qui a promu l'idée d'une architecture décarbonée et décolonisée, avec cette idée que on va essayer de produire la ville du futur en tenant compte aussi de tous ces savoirs qui viennent d'autres espaces et pas seulement des écoles d'architecture en Europe ou en Amérique du Nord. Donc le Lion d'Or a été attribué d'ailleurs au Nigérian, Demas Nwoko. Sami Baloji, cette œuvre qu'il a faite, je vous conseille si vous arrivez l'occasion de voir le film, Le futur qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire ce qu'on avait promis en fait. Et puis non seulement, c'est pas exactement ce que les colons avaient promis, mais en plus 70 ans après, voir ce qui reste. Donc c'est tout à fait saisissant. Et puis voilà, cet artiste Ole Khan Djeifus, américano-nigérian, qui a dessiné le Brooklyn du futur, mais en s'inspirant des villes africaines. Alors j'arrive à ce mouvement qu'on appelle l'afrofuturisme ou l'African futurism. Donc dans le mouvement de la science-fiction, j'ai mis la définition que donne Achille Membe dans un article sur la redécouverte de ce courant. Il dit que c'est un courant qui combine la science-fiction, la technoculture, le réalisme magique, les cosmologies non européennes, dans le but d'interroger le passé des peuples dits de couleur et leurs conditions dans le présent, et on pourrait même ajouter, et leurs projections dans le futur. Parce que dans le mouvement afrofuturiste, donc ça c'est plutôt des Afro-Américains, des Afro-descendants, ils disent qu'en fait dans la littérature de science-fiction, c'est quand même une littérature pensée par des hommes blancs, des pays et des villes du Nord, style Blade Runner, vous voyez, Los Angeles. Et en fait, ils ne se reconnaissent pas dans cette science-fiction. Il y en a tout un mouvement qui dit on va écrire de la science-fiction plutôt vue depuis les Afro-descendants ou l'African futurism, vue depuis l'Afrique, en essayant d'imaginer le futur depuis ces villes africaines. Et Lagos, évidemment, incarne ce modèle de la ville africaine futuriste. Alors, j'ai mis une image ici de Rem Koolhaas, cet architecte néerlandais qui avait fait ce reportage, ce documentaire, je ne sais pas trop comment on l'appelle, qui est intéressant à regarder, qui s'appelle Wide and Close sur Lagos, et qui voyait déjà en 2004 Lagos comme la ville postmoderne d'avant-garde, mais où les conditions de vie seraient poussées à l'extrême, donc dans la survie, si vous voulez. C'est vraiment l'idée qu'on regarde Lagos pour sa vision dystopique, pour le fait de survivre comme on peut dans ce monde. Et puis voilà d'autres comme Djeifus qui dessine et qui a fait ce projet, les méga shanty slums, qui a imaginé donc des bidonvilles verticaux avec cette idée futuriste. Voilà, ça c'était en 2015, où Jones là qui dessine Lagos, l'afrofuturiste. Donc Lagos est à la fois le monde si vous voulez, qui fait rêver et qui fascine, qui fait peur, mais du coup qui aussi montre ce que pourrait être parfois le pire à venir. Vous avez vu Black Panther. Voilà, donc Black Panther est arrivé en 2018 en Afrique. Quand c'est arrivé dans les salles de cinéma, c'était quelque chose d'incroyable. Les gens se levaient, hurlaient. Enfin, il y avait une réappropriation. Voilà, le premier blockbuster africain, afrofuturiste. La ville de Wakanda, donc ce pays imaginaire de Black Panther, est très intéressante parce que vous voyez, c'est une ville à la fois avec elle est à la fois très minérale, très végétale. Alors là, elle est dommage, ma photo n'est pas très bien prise. D'ailleurs, elle ressemble à celle que j'avais générée hier en image de synthèse, vous voyez. Où en fait, vous avez des images, il y a du végétal, mais c'est quand même très, très minéral. D'ailleurs, les gens à la réception, je vous invite à lire le travail de ma collègue Émilie Guittard, qui a décrit comment les Nigérians ont reçu et réceptionné le film Black Panther, qui trouvait qu'en fait c'était tout bushy, elle dit dans son article. En fait, les gens trouvaient que c'était trop broussailleux, il y avait encore plein d'herbes partout, voyez. Et en fait, on a une perspective, c'est marrant parce que la première image qui est sortie sur la ville de 2050, c'était une ville avec plein de végétal pour contrebalancer tout le béton. Eux, justement, ils disaient que c'était trop broussailleux, quoi. La nature a horreur du vide. Dès qu'il y a un peu de vert, on le taille parce que c'est pas net. Donc voilà cet imaginaire de la ville du futur qui est devenu africain. Et alors, je termine avec un petit peu de lecture, si jamais ça vous intéresse, de science-fiction. Alors évidemment, on va dire les classiques de chez nous, Ursula Le Guin et Alain Damasio. Mais si on déplace un petit peu vers le Made in Africa, donc il y a la trilogie de Thomson Wordwood Trilogy, Rosewater. Donc c'est
un peu Lagos vu entre 2036 et 2066, donc un peu dystopique, mais aussi avec des espèces d'images un peu positives. Vous voyez, tout n'est pas que voilà, des villes qui sont détruites, etc. En français, il y a Léonora Miano qui a sorti ce livre Rouge Impératrice il y a 2 ou 3 ans, qui a beaucoup de succès et qui décrit un pays imaginaire en Afrique, uni, où il n'y aurait pas vraiment de conflit, vous voyez, avec une capitale végétale, où il y aurait des potagers un peu partout, des jardins pour les personnes âgées, des espaces voilà, pour les autres, dans un monde voilà, très aussi vert. Et puis, un de mes livres préférés, Nnedi Okorafor, Tête de proue de l'afrofuturisme, qui a écrit ce livre qui s'appelle Lagoon, avec l'idée que voilà, Lagos est envahi par des aliens. Lagos devient elle-même une personne dans le livre. Le corridor urbain dont je parlais tout à l'heure se transforme en monstre qui mange les gens sur la route. En fait, c'est une référence à tous les accidents de la route qui arrivent sur le grand axe que je vous ai montré. Et bref, voilà, tout un imaginaire aussi qui se pense et se veut, en tout cas un imaginaire de la ville futuriste qui se pense et se veut décentré depuis justement les villes ouest-africaines et d'autres imaginaires. Je m'en arrête là. Si vous avez des questions ou d'autres, je pourrais suggérer d'autres pistes de lecture pour cette ville du futur. Merci.